Hello and welcome to the Diana d'Orville podcast. This is Audrey Tazio speaking, and I'm the founder and creative director of Diana d'Orville, a sustainable luxury brand proudly made in Paris and on the French Riviera. I'm very excited to bring you behind the scenes and into the exciting lives of exceptional men and women. I think about them from sketches drawing to packing your orders. Today, I had the immense pleasure to interview the one and only Vincent Darré at his home in Paris. I hope you'll find as much pleasure and inspiration listening to him as I did. Bonne écoute. Le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, ça je dis ça souvent, mais peut-être pas de l'art en fait. Je crois que le bon goût est le grand ennemi de toute création artistique. Si les gens pensent avoir peur du mauvais goût, c'est un mauvais départ. Et en fait, je pense qu'il faut toujours, même André Poutman, qui était quand même connu justement pour avoir bon goût et pour être quand même la papesse du noir et blanc, de pas de couleur et tout ça, elle disait toujours dans un intérieur, il faut avoir une faute de goût. Et c'est peut-être une question de vie aussi, c'est une question de se dire, il y a un objet moche qui est à côté d'un bel objet, et ça dédramatise tout, et ça c'est plus intéressant qu'un truc parfait et impeccable. Et puis, je sais pas, si les gens qui ont peur du mauvais goût, ou qui croient avoir le bon goût, c'est toujours très 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 ennuyeux, quoi. C'est des gens sans fantaisie. Les grands excentriques, eux, n'avaient pas peur du mauvais goût et y allaient à fond, étaient inventifs. Je crois qu'en faisant du bon goût, on n'est pas du tout inventif. Alors peut-être justement le rapprochement avec l'art, mais l'art, c'est un grand mot, hein. Donc oui. Moi, je ne me lance pas dans l'art. Je reste dans la décoration. Vous êtes, justement, à propos de ça, vous êtes enfant de la New Wave, les oui. années Palace et tout ça. Oui. En termes de créativité, où aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont l'air d'être à vocation beaucoup plus marketing. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que... c'est pas que c'est mieux avant. En fait, je crois pas. Je crois que chaque époque a des changements qui sont intéressants et qui sont à prendre justement comme une nouvelle énergie, comme de vous donner des nouvelles idées ou une progression. Ce qui est... Là où c'est très marketing, ce qui a beaucoup changé, c'est que la mode dans les années 80 était libre et c'était des créateurs qui faisaient un petit peu leurs idées, leur look et qui avaient une personnalité très forte. Maintenant, on est arrivé à commercialiser tout et donc tout est un peu pareil et c'est ça qui perd de l'essence de la mode. Et en plus, on parle à un moment où, en ce moment, il y a plein de problèmes, évidemment, avec le Covid et tout ça. Et la mode se remet totalement en question. Et ça, c'est... En fait, ils n'ont pas encore trouvé le truc. C'est bizarre parce que certains, oui, qui sont à la pointe de... voilà, où il y a Albert Elbaz qui réapparaît, là j'ai vu une vidéo qu'il a fait, il y a de l'humour aussi, les gens manquent d'humour. Moi je trouve que c'est ça surtout. Si on parle du mauvais goût, c'est la même chose, il faut avoir de l'humour sur son travail. Et Albert, c'est bien parce qu'on n'en avait plus là en ce moment d'humour, et il revient et il a de l'humour. Après, je pense que ça va être la nouvelle génération qui va recréer une mode qui sera en osmose avec l'époque. Parce que pour l'instant, on a l'impression que la mode ne correspond plus à la société. Or que normalement, la mode représente un mouvement de société. Et là, il y a un chaos total. On sent que la mode essaye de continuer un commerce qui marche bien, mais que parallèlement, tout est remis en question par toute la nouvelle génération. Donc moi, je crois que ça, c'est... il va avoir quelque chose de nouveau, je pense. Là, de toute façon, ils ont dû faire ces vidéos, ils ont dû se réinventer. C'est pas encore, pour certains, ça marche, pour d'autres, moins bien. Mais c'est intéressant, justement, qu'il y ait un problème et qu'il y ait quelque chose qui mette en danger la mode, parce qu'elle était trop établie sur du business. En revanche, ce qui est bien, moi, je pense, pour la décoration, ce dont maintenant... Moi, je m'occupe, parce que je ne m'occupe plus du tout de mode, c'est le contraire. C'est qu'en fait, la décoration est devenue à la mode et que les gens se permettent des choses beaucoup plus
excentrique, beaucoup plus osé. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans la mode, tout était quand même assez beige, assez minimaliste. Et maintenant, ça commence à bouger et il commence à avoir plein d'idées qui viennent de plein de pays. Et c'est beaucoup plus libre. Et en plus, les décorateurs ne sont pas des designers qui travaillent pour des grosses maisons. Ils sont eux-mêmes propriétaires de leur nom et de ce qu'ils font. Donc ça change toute la donne parce que c'est la vraie personnalité. Après, il y a un dialogue avec le client. C'est là où c'est un exercice qui peut se rapprocher de la mode. Mais autrement, on est son propre patron. Et ça, moi, je me sens beaucoup plus libre. Enfin, de toute façon, moi, je voulais faire quelque chose où j'étais libre. Alors donc, j'ai choisi ça. Ouais. Est-ce que vous avez un endroit en particulier ou un moment idéal pour créer ? Oui, moi, en fait, j'aime dessiner. Donc, c'est pas forcément... je travaille là, dans mon bureau, et que je suis entouré de livres. Et c'est ça qui m'inspire. Après... je peux partir à Marrakech comme j'ai fait cet hiver. Et là, j'emmène du travail, mes aquarelles et des références que j'ai déjà. J'ai fait des trucs et j'emmène des bouquins. Et je travaille de la même manière. Du moment que j'ai un espace avec une grande table, une jolie vue, moi, je suis heureux. Je m'arrête par contre au coucher du soleil. Alors là, c'est fini. J'aime pas travailler quand il fait nuit. C'est l'heure de l'apéro ou... Ouais, aussi. c'est même pas ça, c'est même pas... Si c'est des chantiers ou des trucs comme ça, alors là, on voit pas passer l'heure. Mais quand je dessine, j'aime bien le faire quand il fait beau, quand je suis... C'est un moment merveilleux où, en fait, on est seul devant sa feuille et où on n'a besoin de personne et toutes les angoisses disparaissent. Parce qu'on est dans une autre atmosphère, on n'a pas d'angoisse. Les angoisses sont juste d'essayer de réussir ce qu'on est en train d'essayer de faire. Mais autrement, le réel disparaît. Et moi, c'est ça que j'aime, en fait, c'est fuir le réel. Il y a des gens qui aiment travailler la nuit parce que, justement, ils ne sont pas dérangés, qui sont seuls. Moi, ça me ferait peur, justement. Moi, j'aime sentir qu'il y ait des gens, qu'il se passe quelque chose. J'aime être seul, mais je n'aime pas la solitude. À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant ? Et qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? De toute façon, ce que je fais dans ma vie, c'est un petit peu de réaliser les rêves que j'avais quand j'étais enfant. Donc, je rêvais ce que je suis en train de faire là. Je rêvais de réaliser mes rêves et de pouvoir... Au départ, je voulais être décorateur et costumier de théâtre et de cinéma. J'ai fait les deux, en fait, parce que j'ai fait de la mode et de la décoration. Et je fais une décoration très théâtrale. Et je faisais de la mode aussi quand je travaillais pour les maisons. Donc, c'est pas la même chose. C'était moi avec une histoire de quelqu'un d'autre. Mais je me suis rendu compte quand j'étais dans la mode et que j'ai compris que ça ne me convenait plus, justement parce que je ne réalisais pas ce que j'avais envie de devenir à l'âge où je rêvais de devenir adulte. Donc je ne me suis pas reconnu et je me suis dit il faut se dépêcher avant de devenir aigri. Parce que je pense que les gens qui deviennent aigris, c'est justement quand ils font quelque chose qui leur est contraire et qui se briment eux-mêmes et qu'après ils le regrettent. En fait, toute la vie, je pense qu'il faut surtout savoir ça, c'est de se dire, j'ai ça comme rêve et je dois les réaliser. Après, c'est une question de courage. Hein. Moi, j'ai peur de rien, donc rien ne me fait peur, même pas la mort, je m'en fous complètement. Donc, je fonce. Mais je sais que quand j'étais dans la mode, je pensais que je devais devenir directeur artistique d'une maison. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout moi. J'en ai aucune envie de devenir directeur artistique d'une maison de mode. Mais je rêvais beaucoup et je continue à rêver. Et je pense que je reconnais beaucoup de choses que je fais. Par exemple, la directrice du studio Berceau, Marie Rucki, qui était l'école que j'ai fait, elle dit « On reconnaît, même si vous faites plus de la mode, on reconnaît tout ce que vous faites maintenant. Je reconnais ce que vous faisiez à l'époque. » Ça veut dire que c'est quand même assez cohérent. Je pense qu'il faut quand même si je fais plein de choses différentes, même si je suis un peu attaché au surréalisme, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de références. Je travaille beaucoup avec des références que je réinterprète. Moi, je pense plus travailler dans les arts décoratifs que dans le design. Donc, dès le départ,
Le moderne, j'y pense même pas. Je le fais sans même m'en rendre compte. Parce que pour moi, c'est que des choses anciennes que je réinterprète d'une autre manière. Vous disiez justement à propos de ça, du passage de la mode justement à la maison d'arrêt. J'étais devenue trop cynique pour la mode. Oui. Vous trouvez ça dans une interview? Pourquoi? Parce que quand j'ai travaillé 20 ans en Italie. J'ai fait les premières collections de Prada, j'ai travaillé avec Blue Marine, avec une collection qui s'appelait Mario Valentino, avec La Perla, avec Fendi, avec Karl pendant 6 ans. Après, j'ai fait 4 ans avec directeur artistique de Moschino. Et après, j'ai fini chez Ungaro. Et quand on m'a viré de chez Ungaro, ce qui a été la meilleure chose qui puisse m'arriver, oui, parce qu'autrement, si je n'étais pas viré, je continuais comme ça. En étant dans ce cercle où on croit qu'il faut devenir tant, gagner tant et tout ça. Bon. Et c'est vrai que j'avais travaillé pour tellement de marques et que j'étais devenu cynique parce que je sais très bien ce qui est commercial, ce qui se vend et les recettes qu'on doit appliquer. Après, je pense aussi que pour faire de la mode, il faut être encore naïf ou il faut croire qu'on va renouveler le vêtement. Moi, en le dessinant, je me disais toujours « Ah bah ça fait machin, ça je l'ai déjà fait, ça ce truc ». Et or que quand je dessinais des meubles, j'étais libre et je ne pensais pas à d'autres parce que j'étais neuf. Et je pense que c'est ce qui arrive dans la mode, c'est qu'il faut qu'il y ait un nouveau regard de la même manière que j'ai pu avoir quand je suis arrivé dans la décoration, où j'étais totalement blanc et sans expérience commerciale. Ouais. Puis même quand on parlait de rêve d'enfant, le côté naïf, moi je pense que quand on voit les premières collections par exemple, là maintenant il y a Charles de Villemorin qui est ce nouveau garçon qui est arrivé en plein confinement, qui a créé une mode totalement qui ressemble beaucoup à nous, ce qu'on a connu chez Kansai Yamamoto dans les années 80, mais en les réinterprétant à sa manière et en ayant un regard neuf. Ça ressemblait à pas d'autres créateurs qui en ce moment. Et c'est ça qui est bien, c'est parce que ce garçon, il a à peine 20 ans, quoi. Donc il est pur encore. Je pense surtout quand on a fait pendant 20 ans des exercices de style pour plein de maisons différentes, donc on s'est adapté à chaque fois à chaque style et l'historique de la maison, on se sent un peu incapable de se lancer sur sa propre marque. La question que j'adore. Ah bon. Vous organisez un dîner. Ah. Vous invitez qui? Il peut être mort, vivant, fictif, ce que vous voulez. Ah mon Dieu, on me l'a fait ça l'autre fois. Ah oui, oui. Le menu, oui. Le thème si c'est déguisé, parce que ça, c'est juste trop chouette. Et quelle musique ça en enlève? Ouais, mais moi je mets pas de musique en fait. Ouais. Alors déjà, je mets pas de musique, c'est un peu froid au départ. Si on attend quelqu'un qu'on n'est que 2, ça fait un peu bizarre. Mais après, au bout de 5 personnes, ça va. Alors, si j'invitais des gens, justement, comme je l'ai fait l'autre fois j'ai pris que des morts. Et donc, après, maintenant, moi, ce qui me fait rêver en ce moment, c'est les stars hollywoodiennes. Parce que je trouve que nos acteurs et tout ça, moi, j'en connais pas mal, je les adore. Mais le cinéma américain, voilà, un Johnny Depp et Brad Pitt et Cate Blanchett, on dit, je prononce très mal, hein, c'est Cate Blanchett, ou je sais pas quoi, en fait, moi ça s'appelle Cate Blanchett, à la française. Après, il y a des Meryl Streep, mais il y en a tellement de gens qui me font rêver dans le cinéma américain. Dans le dernier Tarantino, de voir, c'était Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, mais c'est un monstre, ouais. C'est des gens, c'est comme des Depardieu américains. Et ça, oui, j'aimerais bien rencontrer ces gens parce que, en fait, c'est intéressant parce que c'est... Moi, l'Amérique, je connais un petit... Là, je suis allé pour la première fois à Los Angeles l'année dernière. Et j'ai tellement de références de cinéma que je me disais, mais c'est pas possible, c'est ça, c'est Hollywood, c'est tous les films et tout ça. Et ça me fascine. Donc, je ferai un dîner comme ça, et puis comme thème,
je sais pas, je vais pas faire un thème red carpet quand même. Ça Pourquoi pas? J'ai un anniversaire ici et on avait un tapis rouge là que j'avais mis dans le hall et il y a quelqu'un qui est arrivé, Ali Madavi, je sais pas si vous le connaissez, un photographe fou. Il est arrivé, il avait une étole, c'était un morceau de moquette rouge comme ça. Et il y en avait dans l'entrée partout et j'avais amené un paparazzi qui photographiait les gens et c'était super drôle. Trop chouette. Voilà. Est-ce que vous avez une journée idéale dans la vie de Vincent Darry? Bah, La journée top. Ben, c'est les vacances, ce n'est pas une journée, c'est des fausses vacances, parce que moi j'aime travailler, mais une journée idéale c'était au bord de la mer, de me réveiller et d'aller plonger, et nager, et après d'aller me mettre à dessiner dans l'après-midi, et après d'avoir un dîner avec des amis, et voilà. Ben, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Le luxe en fait, c'est de manger une pêche au bord de l'eau, quoi. C'est ça oui, même les petites baraques de pêcheurs. Enfin, pour moi, enfin, si un jour je dois m'arrêter de travailler, j'irai vraiment me mettre au bord de la mer. Et d'avoir une maison avec plein d'amis. J'adore ça. J'ai une collection, en fait, je suis un collectionneur d'amis. Donc j'ai beaucoup d'amis qui sont très importants parce que c'est des amis qui m'aident dans le travail, des amis avec lesquels on a des échanges. Beaucoup de gens m'ont, par exemple, parlé d'André Poutman, elle m'a fait connaître Jean-Michel Franck, Pierre Le Tan m'a fait connaître Bérard, Boris Cocteau et tout ça. Je crois que l'amitié est une chose vitale, mais vraiment fondamentale pour avancer et aussi parce que je crois que c'est des liens qui sont comme des familles. Et moi, ça me rassure. Parce que comme j'ai plus de famille, alors autant, heureusement, j'ai mes amis. Mais déjà, quand mes parents étaient vivants, j'avais déjà ces familles adoptives. Quel avenir pour l'artisanat français et les métiers d'art? Ah, ben ça, il faudrait le demander à l'État français, justement. Parce que je trouve que c'est navrant. Maintenant, le métier d'art est devenu un petit peu plus... Beaucoup de décorateurs font travailler en Amérique, apportent des artisans français. Et ça, c'est génial. Mais il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. Et quand on voit Top Chef, trucs de stars et tout ça, on a envie de faire réagir et de se dire c'est con que la télé ne puisse pas intéresser la nouvelle génération au métier d'art. Moi, j'ai été faire des vitraux à Reims, chez Simon Marc, qui sont ceux qui avaient restauré des ateliers, qui ont restauré la cathédrale de Reims, qui ont travaillé avec Braque, avec Matisse et tout ça. Oh, on va là-bas, il y a une collection de minuscules verres, ils vous racontent tout un truc. Et je leur disais, ah, mais les jeunes, ils me disaient, ah, mais c'est super dur de trouver des jeunes à s'intéresser à ça. Et c'est vrai que le dommage, c'est qu'il y a des clients, il y a plein de gens qui achètent, qui font faire par les artisans, même des copies de meubles boules et tout ça. Bon, c'est pas le plus intéressant, mais je vois Lison de Caunes qui fait la marquise de paille, comme faisait son grand-père pour Groult. C'est merveilleux. Et ça, je pense que vraiment, l'État français est coupable de ne pas avoir poussé, de ne pas avoir mis... Parce que le Faubourg Saint-Antoine était rempli de petits artisans, de petits ébénistes, de gens, et les grands bourgeois allaient se faire des meubles comme ça. On dessinait un meuble, on allait le faire là-bas. Mais c'est génial, ça, de se dire, en fait, c'est comme si on va chez une couturière et qu'on se fait faire une robe. Et de se dire, bah, j'ai envie de faire un meuble, on va aller le faire. Maintenant, c'est impossible. Ça vous coûte une fortune. Et voilà, donc c'est que les grands artisans qui sont restés. C'est dommage. Et on lancé la marque Diana d'Orville, oui. Où justement tout est fait à la main en France. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de... Voilà, de l'autre côté, c'est quand même très compliqué. Mais c'est aussi parce que la France... une richesse et un patrimoine énorme. Oui, mais ils sont aussi, je pense aussi que par rapport à l'Italie, qui a su tout de suite se renouveler dans l'industrie de la mode et de tout ça, par exemple, les tissus lyonnais... Moi, je les ai vus petit à petit, à chaque fois, se rétrécir, parce qu'ils n'avaient pas acheté de nouvelles machines, parce qu'ils ne se remettaient pas en question. La France est le pays qui est le plus cultivé, qui a le plus de possibilités et qui se tire des balles dans les pattes toute la journée, en se plaignant, en ne faisant rien, en étant sur des vieux acquis, en ayant peur de faire... Et ça, c'est horrible parce que c'est un état d'esprit français
et que je regrette, parce qu'il faut aller de l'avant, il faut se dire, il ne faut pas avoir peur, et les Français, ils ont un peu peur. C'est vrai que quand on y pense, à la Révolution, ils ont coupé la tête d'un roi pour mettre 30 ans plus tard, à peu près, un empereur. Oui. C'est quand même hallucinant. Ben oui, mais ils n'ont pas digéré la Révolution française, hein, parce qu'il y a des manifs tous les jours et tout ça, donc ça c'est bien les manifs, mais quand ça devient une habitude, c'est moins drôle, quoi. Autrement, on perd même... Moi, j'ai fait avec mes parents mai 68 sur leur épaule, et c'est une idéologie qui était d'une envie de changer. Il y avait c'était une volonté. C'est pas une volonté de se plaindre, c'est une réaction pour essayer de changer, pour essayer de trouver des solutions, pour que... En plus, il y avait un truc, tout le monde s'aime, peace and love et tout ça. Ouais. Et maintenant, c'est devenu plus des revendications pas très... qui construisent pas, ça veut dire, c'est tout le temps... enfin, bon, ça c'est un autre sujet. Quand on parle de l'univers Diana d'Orville, qu'est-ce que ça vous évoque? Mais ça évoque déjà quelque chose d'assez byzantin. Je ne sais pas ce que j'ai vu, dans les brocards, dans les imprimés, et même l'idée byzantin aussi dans les caftans, et l'idée de pyjama. C'est drôle parce que ça me fait penser beaucoup à Marella Agnelli, qui, c'était une époque dans les années 60 où les gens, en fait, avait une élégance et un chic de faire... C'était la fin des années 50 où la mode était plutôt à corseter et tout ça, et on était arrivé à une liberté. Les filles portaient du long, du court, les vêtements étaient plus des choses qui soient des carcans de séduction, mais que c'était une mode qui venait presque d'Amérique, le sportswear, l'idée. Et il y avait des gens comme Pucci qui faisaient des vêtements qu'on mettait dans une valise et boum, on sortait. On avait une robe longue qui n'était pas une robe longue en satin avec des strass, mais qui était une chose beaucoup plus simple. Et ça me fait penser un peu à ça, parce que je me rappelle ces photos d'Agnelli qui étaient avec il y avait encore aussi les arrivées des années 70, donc il y avait le côté indien qui était là. Et il y a ce baroque, mais c'est un baroque qui n'est pas empreint de choses qui sont difficiles à porter. Tandis que là, c'est tout à fait... C'est des tissus précieux, mais qui laissent une liberté totale dans le geste, et on peut les porter pieds nus, j'imagine, pas obligé d'être avec des talons hauts et tout ça, et même je crois que ça irait pas. Ça, on peut faire de tout, mais l'idée justement, c'est de passer. Le slogan, c'est From your morning espresso to the red carpet. Pourquoi voilà. Pas c'est de passer. On est à la plage avec des copains, et puis bon, il y a un super dîner un peu élégant. J'y vais, je suis bien. Et justement, pouvoir se concentrer sur d'autres choses que se regarder dans le miroir toute la journée et regarder s'il y a un truc qui dépasse. Voilà. Donc, normalement, il ne faut pas se regarder dans le miroir. Il faut se regarder dans le miroir le matin et puis le soir. Mais non, mais c'est ça qui est joli. C'est très, très bien. Merci. Ça fait plaisir. Vous le verriez porter sur qui? Sur beaucoup de gens. Je crois que c'est vraiment la tenue qui va à tout le monde. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas un type de femme, je crois, que vous habillez. Vous habillez. J'ai vu des dames, que vous avez des gens plus âgés. Et c'est bien ça aussi, parce que j'aime bien l'image que c'est pas seulement du jeunisme, et que ça soit à tous les âges. Parce que justement, pour moi, Marella Agnelli, c'était vraiment une des femmes les plus élégantes que je trouve dans les images de cette époque-là. Et ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à des gens, des vacances de rêve sur la côte Amalfite, voilà. Ouais. Capri. Ouais. J'ai été souvent à Capri, j'adore. Thank you for listening, and on to the next episode. You can find all our projects, news and exclusive collections on dianadorville.com and Instagram @dianadorville. From your morning espresso to the red carpet. À bientôt!